Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Invitation au voyage. Direction la Suède aujourd'hui. On vous emmène dans quelques instants dans la station balnéaire de Falkenberg. Une petite ville en apparence très calme, mais qui cache bien son jeu, en tout cas sous la plume de Johanna Gustafsson. Elle qui venait de Marseille s'est lancée dans le polar en arrivant ici et elle a créé un style unique, le roman policier nordique à l'aioli. Ensuite, nous irons au Rajasthan auprès des Kalbelia. C'est un peuple nomade qui entretient un rapport très particulier aux serpents. Il les charme avec cet instrument, le punji, ou il les imite à travers cette danse hypnotisante. Végétarienne sera notre recette du jour. Au Mexique, à Valladolid, vous apprendrez à confectionner un plat typique du Yucatan, les papazules. Des tortillas fourrées aux œufs durs râpés et recouvertes d'une sauce aux graines de courge et d'une sauce tomate pimentée. Ah oui, ça pique! Et puis nous irons à la fête foraine à Chicago. C'est ici qu'a été construite la première grande roue au monde pour faire de l'ombre à une rivale inattendue. Et tout de suite, direction le nord-ouest de la Corse pour la devinette. Dans le golfe de Saint-Florent, nous allons marcher jusqu'à cette tour, la tour de la Mortella. Étonnamment, on en retrouve des copies conformes un peu partout dans le monde, du Sri Lanka jusqu'au Canada. Savez-vous pourquoi ? La réponse, ce sera en fin d'émission. Pour l'instant, on a rendez-vous avec Johanna Gustafsson, qui a eu une sacrée bonne idée d'aller un jour en Suède, vous allez voir, c'est l'inspiration. Ciel blafard, dunes massives sculptées dans le silence. La côte ouest suédoise semble taillée pour accueillir des récits sombres. C'est ici que Johanna Gustafsson, suédoise par mariage mais marseillaise revendiquée, a le déclic qui la pousse à écrire son premier polar, Bloc 46. Je prends toujours beaucoup de plaisir à parler de cette culture qui devient mienne, avec, je dirais, la sensibilité de fille du Sud. Donc on a deux cultures, c'est le feu et la glace. Et c'est toujours dans tout ce qui est... c'est toujours dans les antagonismes, je trouve, que c'est intéressant, en fait, voilà. C'est les conflits, c'est ce qui s'entrechoque, c'est là que ça crée les plus belles choses. L'écrivaine imbrique minutieusement les strates de son intrigue. Un thriller sur fond de Seconde Guerre mondiale qui met en scène une série de crimes qu'un duo d'enquêtrices doit résoudre. Traduit dans plus de 15 pays, Bloc 46 marque le début d'une trilogie à succès. Ainsi, l'autrice française qui vit en Suède depuis le début des années 2020 s'impose dans un genre dominé par les auteurs scandinaves, bousculant les codes du nordique noir. Frisson garanti. Alexis poussa la porte du Brat, le souffle court. Le restaurant avait beau n'être situé qu'à quelques minutes de l'hôtel, la courte distance avait suffi à la glacer de la tête aux pieds. Elle était sortie acheter une pizza qu'elle comptait avaler dans sa chambre d'hôtel, mais s'était ravisée. La station balnéaire de Falkenberg, sur la côte ouest suédoise, sert de décor principal au roman de Johanna Gustafsson. C'est ici que débarque Alexis Castells, une de ses héroïnes. Calme et tranquille en apparence, au creux de l'hiver, la ville peut radicalement changer de visage. Quand je suis arrivée en 2005, dans la ville de Falkenberg, c'était la première fois que je mettais les pieds en Suède. Et je me souviendrai toujours, dans cette nuit mais de suie noire, avec la voiture qui tanguait comme une barque malmenée. C'était vraiment ça. Et en fait, ce qui est fou, c'est que je suis vraiment tombée amoureuse de tout. Et je pense que dans tous mes romans, la Suède est devenue un personnage. À l'époque, Johanna découvre cette région grâce à celui qui deviendra son mari, dont la famille vit à quelques pas du port de la ville. Il neige, c'est le 27 décembre, des cygnes sur la plage. On passe par là, donc on continue notre balade.
sur le petit port de Lovsbo et je vois cette barque. Et donc, bon, à l'époque, j'étais journaliste, mais j'écrivais pas de romans et tout. Et puis, j'ai cette pensée, je me dis, ben, là, c'est l'endroit où cacher un corps. Et puis, ben, en fait, j'ai l'idée d'un roman. Déserté par ses bateaux, le Smabat-Cham n'était qu'une étendue gelée saupoudrée de neige. Seuls les pontons délimitaient les champs du petit port. Un rectangle timide qui ouvrait sur la mer du Nord en creusant une tranchée dans les dunes d'Olovsbo et ses plages rocailleuses. Dans Bloc 46, le corps de Linnea Blix, créatrice de bijoux, est retrouvé ici. Alexis Castells, son amie proche, écrivaine spécialisée dans les affaires criminelles, se rend sur place. Elle est bientôt rejointe par Emily Roy, profileuse britannique. Bientôt, les deux enquêtrices sont confrontées à de nouveaux meurtres. Ils semblent étrangement liés à une série de crimes survenus des décennies plus tôt, en lien avec le camp de concentration de Buchenwald. C'était vraiment l'envie de parler de l'histoire de mon grand-père, qui était ce grand homme en fait, parce que bon, c'est un héros, un humaniste qui a organisé avec d'autres résistants la libération du camp de Buchenwald et qui était en même temps, c'était un homme qui ne parlait pas comme beaucoup de résistants. Il avait dit à mon père, voilà ce que j'ai écrit sur ma vie de résistant et j'aimerais que tu finisses ce livre. Et donc mon père me donne ça et il me dit bah, tu auras des réponses là-dedans et peut-être que toi tu peux écrire quelque chose. Pour Johanna Gustafsson, le désir d'écrire naît ainsi dans les silences. Derrière la fiction, une mécanique bien huilée. Une méthode rigoureuse, presque obsessionnelle, héritée de son passé de journaliste. Dans ce pays étranger, elle s'autorise à enquêter sur son histoire familiale et à s'inventer des vies. Moi, mon rituel de me réveiller le matin et de prendre mon café et de regarder la mer et le phare, je me suis dit, mais ça pourrait être le rituel d'un personnage. Et donc, en fait, c'est comme si je vivais un peu par procuration. Hein, je me suis imaginé cette vie qui n'est pas la mienne, sans enfant, en Suède. Et donc, je dirais que je n'ai pas un seul moment pensé, ni au code, ni au polar suédois. J'ai eu, je dirais, la naïveté des débutants. Dans son roman, on retrouve pourtant l'atmosphère propre au polar nordique. La nature, élément essentiel du genre, est au cœur de ses réflexions communes avec son ami, l'auteur Thomas Senger. Pour moi, La fille du Sud, ce n'est pas un paysage habituel. Il y a quelque chose de tellement dramatique dans ce paysage suédois auquel je n'étais pas du tout habituée. Et la mer, d'un gris si sombre, presque noir. C'est facile d'imaginer les secrets qui se cachent derrière tout ça, de se poser vraiment des questions. C'est cette atmosphère très particulière que l'on ressent dans les polars nordiques. Le brouillard avait déployé ses tentacules cotonneux. Ils enlaçaient tout, des arbres griffus aux buissons de ronces, jusqu'aux tapis de feuilles effritées qui recouvraient le sol. Je pense que cela exerce une grande fascination sur les lecteurs qui ne viennent pas de cette région du monde. Grâce au livre, ils peuvent découvrir cette influence qu'exerce la nature sur les personnages. Quand on regarde un paysage comme celui-ci, c'est vrai qu'il y a les gens qui y vivent. On peut penser qu'ils ont des secrets. Mais c'est comme si le paysage lui-même en avait aussi. Qu'est-ce qui peut être enfoui ici? Des choses peuvent être enterrées n'importe où. Dans Bloc 46, Johanna Gustafsson décrit des meurtres monstrueux sans lésiner sur les détails et met en scène un tueur en série déroutant qui change de territoire et de cible sans logique apparente. Les gens semblent considérer la Scandinavie comme une région très paisible, calme, tranquille.
Mais le crime existe, même ici. Et je pense que les gens trouvent ça fascinant. Comment se fait-il qu'il y ait du mal, du crime, dans un endroit aussi beau? C'est aussi une région très prospère. Les gens ont de l'argent, du moins dans une certaine mesure. Et pourtant, ils trouvent le moyen d'être cruels les uns envers les autres. En parallèle de la noirceur de son enquête, l'autrice insuffle de la légèreté en jouant du choc des cultures. Alexis Castells, française comme Johanna Gustafsson, trouve dans les habitudes locales un exotisme inattendu. Alexis mangeait sans faim pour répondre aux protestations de son estomac et à sa migraine persistante. Elle venait d'avaler la version à la cannelle du pain en raisin hexagonal et entamer une douceur au nom imprononçable. Difficile de rivaliser avec le croissant au beurre made in France. Mais ces petites choses suédoises n'étaient pas mal non plus. Je cultive mon accent du Sud, je suis fière de venir du Sud. Je parle français à mes enfants, je cuisine français. Enfin, j'essaie de garder dans ce multiculturalisme cette terre qui m'a fait la femme, la personne que je suis. Et donc, peut-être qu'il y a des touches, ça et là, de la culture qui est la mienne, quoi. L'autrice partage avec ses enquêtrices une verve toute méditerranéenne, doublée d'un féminisme revendiqué par son pays d'adoption. Ces enquêtrices sont des fortes têtes qui dénotent dans l'univers du polar nordique. Après son malaise dans le couloir, elle avait respiré un bon coup et était allée annoncer la nouvelle aux beaux gosses. Il pouvait toujours les chercher, ses couilles. C'était la bombasse qui les avait. Pour imaginer ces héroïnes, Johanna Gustafsson s'inspire de son entourage. À commencer par Linda, son amie depuis 20 ans, entrepreneuse partie de rien et mère de famille. J'ai soufflé sur une fleur dont j'ai oublié le nom. Et j'ai fait le vœu d'être publiée. Moi qui étais une grande lectrice de polar, j'avais envie de voir des femmes mener l'enquête. C'est-à-dire que de voir en fait des détectives qui étaient très souvent alcooliques, solitaires, et puis des femmes on n'en voyait pas beaucoup, moi alors c'était des sidekicks, enfin c'est bon. Et donc je me suis dit j'ai très envie de mettre des femmes qui allaient enquêter, qui allaient résoudre l'enquête, éloignées de l'hystérie auquel on nous associe très souvent. En Suède, je veux dire en termes de parité, ils sont à plusieurs générations de ce qu'on doit accomplir. Ce qui se ressent dans tout ce qui est loi sociale, beaucoup plus facile ici de faire son métier, d'exercer son métier tout en ayant des enfants. Ça passe aussi dans tout ce qui est loi plus féministe. Peut-être que je le prends pour acquis. C'est peut-être pour ça que je n'y pense même pas. Je ne me dis jamais « je ne peux pas faire ça parce que je suis une femme ». Je ne pense pas comme ça. Jamais. Je viens d'une famille de femmes fortes, donc ça n'a jamais été un problème pour moi. Ce n'est pas quelque chose que j'ai ressenti le besoin d'exprimer. Alors oui, peut-être que je le prends pour acquis. Peut-être bien. Ensemble, les deux enquêtrices parviennent à démasquer le tortionnaire de Bloc 46. C'est la naissance d'un duo emblématique, mais aussi celle d'une écrivaine qui poursuit son œuvre en plongeant ses héroïnes dans des récits glaçants. Thomas Chauvineau, lui aussi, va bousculer des a priori. Car quand on pense aux Suédois, on imagine spontanément des grands blonds aux yeux bleus. Eh bien, à une époque pas si lointaine, la blondeur et les yeux clairs, ça n'existait pas en Suède. C'est le clin d'œil. Si Thor avait réellement existé et qu'il avait vécu au début de l'humanité, la génétique ne lui aurait sûrement pas donné cette tête-là.
S'il était né en Scandinavie, il y a peu de chances qu'il ait eu les yeux bleus, les cheveux blonds et la peau claire. Si aujourd'hui les pays du Nord concentrent la plus grande proportion au monde de blancs blonds aux yeux bleus, au moment de la préhistoire en Scandinavie, mais aussi dans toute l'Europe, tout le monde avait la peau et les yeux foncés. On a tous en nous quelque chose d'africain. Les premières femmes et les premiers hommes qui posent le pied sur ce qui va devenir le continent européen viennent d'Afrique. Pendant très longtemps donc, les Européens ont la peau et les cheveux et les yeux de couleur sombre, comme Ötzi, la momie étonnamment intacte retrouvée dans les Alpes. Le blanc au regard clair est à l'échelle de l'humanité un bébé de 3000 ans seulement. Ce sont d'abord ses yeux qui ont changé de couleur, pour une histoire de fesses. On ne sait pas comment les premiers yeux clairs sont arrivés, mais on sait comment ils se sont développés. L'une des hypothèses avancées est que nos ancêtres étaient attirés par la rareté. S'il y avait eu un profil Tinder à l'époque, les yeux bleus ou verts, c'était des dates assurés, grâce auxquels les gènes des yeux clairs se sont transmis de génération en génération. La peau, ensuite, s'est éclaircie. Dans cette région du monde où le soleil se fait désirer, avoir une peau claire permet de mieux synthétiser la vitamine D dont l'homme a besoin pour vivre. D'autant qu'en développant l'agriculture, il s'est mis à consommer moins de poissons, moins de viande qui contiennent naturellement cette vitamine. Ajoutez à cela la sélection génétique et voilà les blonds et blondes aux yeux bleus. Et il faut en profiter parce que ça ne va pas durer. Aujourd'hui, les bébés naissent principalement en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique. Les blonds aux yeux bleus seront sur Terre de moins en moins nombreux, tant mieux pour leur profil Tinder, mais comme pour faire un blondinet, il vaut mieux avoir 2 parents de la même couleur de cheveux, l'expression « blond comme les blés » risque bien de finir au grenier. Vous savez réagir, vous, face à un serpent ? Sachant que si on se fait mordre par un cobra royal, on meurt dans la demi-heure, si on n'a pas d'antivenin. Eh bien, j'ai quelques personnes à vous présenter qui pourraient vous aider si jamais ça vous arrive. Ils habitent au Rajasthan, ce sont les Kalbelia. Des gestes souples fendent l'air brûlant du désert. Ces mouvements n'envoûtent pas seulement les voyageurs. Ils racontent l'histoire d'un peuple qui a uni son destin à celui des serpents. Dans le nord-ouest de l'Inde, au milieu des étendues désertiques du Rajasthan, les Kalbelia dansent tels des reptiles et charment les serpents. Je le considère comme un enfant. Je le chéris comme un petit bébé. Je ressens le même lien avec lui. Ces nomades, considérés comme des marginaux, ne représentent que 130 000 âmes dans un pays de plus d'1,4 milliard d'habitants. Pour survivre, les Kalbelia parcourent pendant des siècles les villages afin de débarrasser les habitations des reptiles et nouent avec eux un lien unique au point de les considérer comme des êtres sacrés. Ces alchimistes du désert, capables de transformer le venin en remède, font aujourd'hui la fierté du Rajasthan. Une victoire après des décennies de combats. À 2 heures de route au nord de Jodhpur, le temple d'Ossian surgit au milieu de l'immensité. Coiffé d'un reptile à 7 têtes, ce sanctuaire est dédié à la figure tutélaire de Shiva. Dans l'hindouisme, le reptile symbolise à la fois la mort et la renaissance, une dualité qui résonne dans les croyances des Kalbelia. Leur nom signifie « peuple du serpent ». Ici, c'est la demeure du seigneur Mahadev, que vous connaissez peut-être sous le nom de Shiva. Dans l'hindouisme, Mahadev est vénéré comme le maître de la création, ou peut-être de l'illusion. Tout vient de lui. Tous les hindous le prient. Le cobra, qu'on appelle ici Nagdevta, le dieu serpent, c'est le collier de Mahadev, et aussi sa couronne.
il est son compagnon le plus sacré. Donc pour nous, tout ce qui existe dans l'hindouisme, c'est l'œuvre de Mahadev. Installés depuis un millénaire au Rajasthan, là où vit le cobra royal, les Kalbelias se considèrent comme les descendants de Kanipa. Selon la légende, ce sage but un jour un bol contenant tout le poison de l'univers et reçut de la part de Shiva le pouvoir de contrôler les créatures venimeuses pour lui et sa lignée. Depuis des générations, nous vivons avec eux, nous les comprenons, nous les soignons. Mon père et mon grand-père ont un jour capturé l'un de ces serpents. Quand quelqu'un se fait mordre, on plonge une pierre dans du lait de vache, puis on l'applique 2 fois sur la plaie. Le venin est aspiré. Pas besoin d'hôpital ni de médicaments. C'est comme ça que nous avons survécu pendant des siècles, avec ce que la nature nous a offert. Les plantes médicinales restent le meilleur moyen de soigner les morsures. Les Kalbeliens en utilisent sous forme de baume ou en gouttes pour ralentir les effets du venin. Leur proximité avec des reptiles révérés mais dangereux renforce au fil des siècles leur marginalité. Rejetés par les structures sociales sédentaires, on les associe aux intouchables, la caste la plus basse de la société indienne. Ils trouvent alors refuge à la lisière des villages, là où naît le désert et où meurt la civilisation. Une fois par an, sur le site isolé de Shivnagar, les familles Kalbelia honorent les dieux. Dès sa naissance, l'aîné de chaque fratrie est promis au serpent. Il devient charmeur, dépositaire d'un savoir ancestral essentiel pour protéger les siens des morsures et faire vivre la communauté. La tradition Kalbelia, c'est une vie nomade. Nous sommes des gitans. En échange de la capture des serpents, les gens nous donnaient de la farine, de la nourriture, du riz, parfois un peu d'argent. C'est comme ça que l'on vivait, que l'on nourrissait notre famille. Tout notre quotidien reposait sur ce que les gens nous offraient. C'est à l'aube, quand le soleil n'écrase pas encore le désert et que les serpents n'ont pas disparu sous terre, que Babounath s'élance, seul, à la recherche du cobra. On les repère à leurs traces. Ils laissent une empreinte caractéristique de leur queue, comme ça. On suit la marque laissée par la queue, dans cette direction par exemple. S'ils vont de l'autre côté, les traces changent de sens. Alors, on suit leur piste, pas à pas. Et quand on les aperçoit enfin, on les attrape ainsi. Charmeurs de cobras et guérisseurs, les Kalbelias s'étendent au XIVe siècle dans tout le nord du sous-continent. On utilise leur savoir pour soigner les morsures, mais aussi pour divertir les puissants. Ils deviennent 2 siècles plus tard, à la cour des empereurs moghols, des artistes reconnus, capables de faire danser les reptiles au son du punji, la flûte traditionnelle. Un équilibre rompu au début du XIXe siècle.
surplombant le désert du Thar, la forteresse de Jodhpur fut longtemps au carrefour des pistes caravanières. La cité résiste aux envahisseurs britanniques avant de capituler en 1818. Le Maharaja signe un traité avec la Compagnie britannique des Indes orientales, faisant de ces terres un État princier sous suzeraineté anglaise. Les nouveaux maîtres des lieux considèrent alors les nomades comme des menaces à l'ordre établi et les assignent à résidence. Ces communautés nomades étaient très utiles à la société et les Britanniques auraient dû créer des liens avec elles. Les colons ont préféré créer une loi tout à fait discutable pour en finir avec le nomadisme. Ce n'est pas uniquement une histoire de criminalisation de leurs actes, mais avant tout, je pense, une nécessité. Les Britanniques ont voulu prendre le contrôle des zones tribales. En 1871, les Anglais instaurent le Criminal Tribes Act. Cette loi oblige les nomades à résider dans des zones spécifiques, empêchant les Kalbélias de sillonner l'État pour capturer les serpents. Bientôt, les reptiles envahissent aussi bien les villages que les champs, mettant en danger les récoltes. Pour faire face à ce fléau, les autorités refusent aux Kalbélias le droit de reprendre leur activité. Ils imaginent à la place un système qui ne tarde pas à se retourner contre eux. Ils ont commencé à récompenser les gens qui capturaient des serpents et les apportaient aux autorités. Mais au lieu de diminuer, la population de serpents a explosé parce que des personnes élevaient puis relâchaient des serpents dans la nature pour toucher la prime. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet Cobra. Une politique pensée pour résoudre un problème et qui finit pourtant par l'aggraver. Après l'indépendance de l'Inde en 1947, les Kalbélias reprennent leurs activités sans jamais quitter la marginalité. 3 décennies plus tard, l'État indien interdit la capture d'animaux sauvages, mettant fin à la tradition millénaire des Kalbélias. Les ondulations des cobras n'ont pas disparu pour autant. Alors que le soleil descend sur l'horizon, Santouche s'apprête avec d'autres femmes à enfiler sa tenue aux multiples miroirs, évoquant les écailles des reptiles. J'aime toute ma tenue. Tout me plaît dans ce costume. Et j'adore aussi mes bracelets. La robe brille de partout, c'est pour ça que je l'aime autant. C'est très important. Sans cette tenue, notre danse ne serait pas la même. C'est elle qui donne vie à notre mouvement. Quand la robe est belle, la danse l'est aussi. Pendant des siècles, l'accès à la sphère publique fut l'apanage des hommes. Les Kalbélias pratiquent le purda, la stricte séparation des sexes, avec interdiction pour les femmes de sortir seules et non voilées de la maison, ainsi que d'avoir un emploi rémunéré. Mais depuis quelques années, ce sont elles qui subviennent aux besoins du foyer, modifiant profondément la dynamique sociale de leur peuple. Autrefois, les femmes ne se produisaient pas ainsi. Dans notre communauté, c'étaient les serpents qui occupaient le devant de la scène. C'était la tradition. C'est seulement après l'interdiction de la capture de serpents qu'on a appris à prendre leur place, à faire vivre par nos gestes ce que leur mouvement racontait. Au son des instruments traditionnels, la danse devient une métaphore de la vie du désert. Fluide,
Imprévisible, mais toujours en mouvement. Sa reconnaissance en 2010 au patrimoine immatériel de l'UNESCO en fait aujourd'hui l'un des symboles du Rajasthan. On part au Mexique maintenant pour papilles. C'est une recette très ensoleillée qui nous attend grâce à Lucia. Une recette de tortilla rapide, économique et savoureuse. Bonjour, je m'appelle Lucia Cosgaya. Je vis à Valladolid. Nous sommes au marché pour acheter les ingrédients dont nous aurons besoin pour cuisiner des papazules. Bonjour madame, comment allez-vous? Nous sommes là pour les graines de courge. C'est la graine qu'on utilise pour faire la sauce des papazules. Il nous faut des graines décortiquées pour en faire une pâte. Merci beaucoup. Nous allons manger des sortes d'enchiladas, mais c'est une version traditionnelle du Yucatan. On va commencer par préparer la sauce qui sera versée sur les papazules. C'est une sauce à base de tomates, d'oignons et de piments. Nous allons d'abord nous occuper de nos tomates locales. Puis émincer l'oignon. Et on fait frire avec les tomates entières. Nous allons ajouter un peu de saindoux. C'est ce qui donne du goût à la sauce. Ainsi que des piments entiers pour plus de saveur. Et un peu de sel. Maintenant, nous allons préparer les graines de courge. Je vais les griller. Papazul vient d'une langue maya, qui signifie « la nourriture du maître ». Ce plat est très traditionnel. Il est principalement consommé pendant le carême, car il ne contient pas de viande. Et les gens en consomment parce qu'ils peuvent utiliser les graines de leur récolte. Écoutez. Ça y est, les graines commencent à éclater. C'est leur manière de nous dire qu'elles sont prêtes. On va les retirer du feu. Occupons-nous de l'épazote. On va la bouillir pour en extraire l'infusion. On met du sel et on va faire une sorte de thé à l'épazote. On va commencer à moudre les graines. L'idée ici, c'est que les graines libèrent leur graisse pour ajouter encore plus de saveur. Voilà, la pâte de graines de courge est prête. Nous allons la mélanger avec l'eau infusée à l'épazote. Ça se fait généralement avec les mains. On râpe des œufs durs. On peut soit les râper, soit les hacher. On va maintenant procéder à l'assemblage des papazules. On prend une tortilla et on enroule pour former des sortes d'enchiladas. En général, on en sert 4, mais les gens en redemandent toujours plus. La sauce tomate sur le dessus et un petit piment. Voilà, ils sont prêts à être dégustés. Salut Lucia. Bonjour Teresa, comment vas-tu? Très bien et toi? Très bien, quel plaisir de te voir. Il faut que je goûte les papazules. Ah oui, ça pique. C'est ce qui donne sa saveur à la nourriture du Yucatan, notre piment habanero.
C'est mon plat préféré parmi les plats du Yucatan. C'est vrai? La graine de courge, l'œuf, la tomate, ce sont des ingrédients simples et ensemble, ils forment un plat si savoureux, si délicieux. Allez, je vous ai promis, un tour de grande roue, c'est le moment. Cette attraction fait désormais partie des manèges classiques. Mais on va remonter à la toute première grande roue. Elle est née à Chicago de manière inattendue. En plus d'accueillir toute l'année une fête foraine, le Navy Pier, la fameuse jetée de Chicago, offre une vue saisissante sur l'une des plus belles skylines du monde. Mais à la fin du 19e siècle, la ville a eu pour ambition d'éclipser Paris. D'aller plus haut, plus vite, plus incroyable. Chicago, 1890. La ville renaît de ses cendres, littéralement. 20 ans après l'incendie dévastateur de 1871, elle s'est métamorphosée en une cité trépidante, avide de modernité, rivalisant avec New York pour le titre officieux de capitale du Nouveau Monde. C'est dans ce contexte qu'elle décroche l'organisation d'une exposition universelle planifiée en 1893. Ancien détective et féru d'histoire, Raymond Johnson nous replonge au cœur d'un événement qui suscite de grandes attentes. Chicago avait quelque chose à prouver. Si nous devons accueillir le monde entier, comment allons-nous organiser et préparer tout ça? Surtout, comment donner une bonne image de la ville aux yeux du monde? L'organisation de l'exposition universelle de Chicago est confiée à l'architecte en chef de la ville, Daniel Burnham. Cette fois, la rivalité s'étend carrément de l'autre côté de l'Atlantique. Car la France, avec son exposition universelle de 1889, avait mis la barre haut, très haut. Daniel Burnham voulait quelque chose qui, sur le plan de l'ingénierie, aurait éclipsé la Tour Eiffel. Depuis 1889, la Tour Eiffel était devenue le symbole de Paris. C'était une prouesse technique, 300 mètres de haut, du jamais vu à l'époque. Burnham cherchait lui aussi un symbole pour Chicago, un emblème aussi fort pour sa ville que la Tour Eiffel l'était pour Paris. En 1891, Daniel Burnham met au défi les ingénieurs américains de lui soumettre leurs meilleures idées. Un ingénieur de 31 ans, nommé George Washington Gale-Ferris Jr., tente de sortir du lot. Inspiré par la roue des vélos, il imagine une roue gigantesque de 80 mètres de haut qui accueillerait des passagers et tournerait sur elle-même. Des structures similaires existent déjà, mais pas à cette échelle. L'idée de Ferris a d'abord été rejetée par le comité, tout comme 3 autres projets de roues, tous jugés complètement fous. À la place, ont été imaginées différentes tours, censées dépasser la hauteur de la Tour Eiffel. L'une d'elles devait même intégrer une sorte de montagne russe avec des wagons circulant sur la tour elle-même. Mais tous ces projets ont échoué. À court de temps et faute d'une meilleure idée, le comité finit par accepter à contre-cœur le projet de Ferris. Il obtient le feu vert en décembre 1892. Faite d'acier et propulsée par un spectaculaire moteur à vapeur, cette merveille d'ingénierie pourrait devenir le fleuron d'une ville, d'un pays et de son époque. La Tour Eiffel fut érigée en plus de 2 ans, lui a moins de 6 mois pour construire son chef-d'œuvre, et son chantier démarre en plein hiver. Les conditions hivernales ont vraiment compliqué la construction des fondations, parce qu'ils creusaient sur un terrain marécageux, avec des poches de sable mouvant. En gros, ils essayaient de poser une roue de plus de 1000 tonnes sur des sables mouvants. C'était un cauchemar. Persuadé que sa création pourra résister à une tornade, Ferris garde le cap. L'exposition universelle s'ouvre le 1er mai 1893 et sa grande roue n'est toujours pas terminée. Le 9 juin, lors d'un premier test, miracle, elle tourne. Encore faut-il y attacher les 36 cabines de 13 tonnes capables d'accueillir chacune 60 personnes. Le 21 juin, jour de l'inauguration officielle, 2160 premiers passagers s'apprêtent à embarquer pour le voyage d'une vie. Il y avait une fanfare, des tribunes et Ferris lui-même sur la plateforme, aux côtés de son épouse. Celle-ci lui a remis un sifflet en or fabriqué spécialement pour l'occasion. Ferris a soufflé dedans, la roue s'est mise en marche et elle a parfaitement tourné.
Il faut bien comprendre qu'à l'époque, très peu de gens à Chicago ou ailleurs étaient déjà montés aussi haut. La roue mesurait 80 mètres. À l'époque, le plus haut gratte-ciel du monde était le temple maçonnique de Chicago qui culminait à 92 mètres. Les passagers étaient tellement fascinés par la vue que la peur n'était même plus un problème. Et il n'y a eu aucun accident sur la roue pendant toute la durée de l'exposition. Avec la Grande Roue, l'exposition universelle tient sa pièce maîtresse. 1,5 million de billets sont vendus en 6 mois. Les finances de l'événement reviennent dans le vert. Malgré ce succès, Ferris se retrouve endetté et embourbé dans une série de procès. Un contre les organisateurs, estimant avoir été lésé sur les profits, un autre l'accusant de plagiat, dont il sort blanchi. Il meurt prématurément de la fièvre typhoïde en 1896. Ferris était très secret sur les détails de la construction de la roue, à tel point que même lorsque des personnes le sollicitaient à l'époque, il refusait de partager des documents, plans ou croquis. À ce jour, aucun dessin ou plan original de la roue n'a jamais été retrouvé. Après l'exposition universelle de Chicago, sa Grande Roue est relocalisée à différents endroits, mais la magie est passée. L'engouement n'a rien à voir avec la folie des débuts. Elle est à un moment vendue pour sa ferraille, puis elle termine carrément dynamitée. Mais l'idée originale, comme le nom de son inventeur, reste à jamais associée et passe à la postérité. On ne peut pas sous-estimer l'impact culturel qu'a eu sa création. Elle a lancé une véritable course entre les villes pour construire des roues toujours plus grandes et impressionnantes. D'ailleurs, en 1900, une nouvelle exposition à Paris présentait une roue encore plus haute que celle de Chicago. Située à Dubaï, la plus haute du monde culmine à 250 mètres de haut. La grande œuvre de Ferris n'a pas rejoint la Tour Eiffel au royaume des monuments éternels. Mais comme le patronyme de l'ingénieur français est attaché à la Grande Dame de Fer, le sien a donné, aux États-Unis, son nom à une attraction qui continue à faire chavirer les cœurs. Elle aussi a été déclinée à travers la planète. Avez-vous deviné pourquoi on trouve des centaines de tours comme celle de la Mortella dans le monde? C'était notre question du jour. Eh bien, c'est parce qu'elle a montré des capacités de défense impressionnantes pour protéger la Corse. En 1794, 2 frégates britanniques, armées d'une centaine de canons, se présentent dans le golfe de Saint-Florent, défendues par cette unique tour de 17 mètres de haut, tenue par 38 hommes et un seul canon. Les Anglais mettront pourtant plusieurs jours avant que les hommes de la tour ne se rendent. Le secret, des murs d'une épaisseur de 3 mètres et une construction non pas avec des gros blocs, mais avec des petites pierres qui amortissent les coups de canon. Les Britanniques sont si impressionnés qu'ils en copieront les plans et en construiront des semblables dans tout leur empire, du Canada au Sri Lanka, en passant par les Caraïbes. Je vous dis, bis bald!